Bonjour à tous, je suis ravi d'être parmi vous. Je vais vous parler d'un sujet, le réemploi d'éléments d'ossature issus de la déconstruction de bâtiments existants. J'imagine que vous êtes tous familiers avec le terme de réemploi. C'est une pratique qui date de la nuit des temps. Au Moyen Âge, on démontait les châteaux forts pour venir récupérer leurs pierres pour en réinstaller des maisons dans la vallée. Aujourd'hui, on en a perdu un petit peu le sens, mais c'est quelque chose qui revient au goût du jour. Et ici, j'aimerais vraiment vous parler donc de la déconstruction de bâtiments existants. Donc, on n'est pas en train de concevoir des bâtiments qui vont être démontables dans 50 ans pour récupérer leurs matériaux, mais vraiment de déconstruire et rénover les bâtiments qui aujourd'hui existent et qui sont en fin de vie. Alors, il y a plusieurs raisons pour cette fin de vie. Elle peut être politique, elle peut être du fait de l'obsolescence des bâtiments. Mais le fait est qu'un nombre croissant de bâtiments sont aujourd'hui déconstruits par an. Donc, pourquoi le sujet particulièrement de l'ossature? Alors, déjà, la définition de l'ossature, c'est donc un support rigide en gros œuvre. Ce sont les éléments de l'ouvrage qui assurent la stabilité de cette structure. Elle est réceptrice du remplissage en paroi pour constituer un abri. En fait, c'est la partie qui constitue l'appui de la construction, celle qui reçoit les charges. Par exemple, on peut noter les poutres, les poteaux, les murs, les planchers. En infrastructure, on aura plutôt, disons, les pieux ou encore les radiers. En fait, il y a un peu deux approches, on va dire, lorsqu'on parle de réemploi d'éléments de structure. Il y a une première approche où on va réemployer un ensemble charpente en entier. Donc, c'est l'exemple qui est à l'écran. C'est un projet de Rotor des constructions en Belgique. Ils sont allés récupérer donc la charpente d'un manège à chevaux pour venir la réemployer directement. Voilà. Et une autre approche est en fait de regarder élément par élément, de décomposer cette charpente pour en reconstituer une autre avec une forme, une géométrie, une capacité différente. Aujourd'hui, il y a un constat, c'est qu'en fait, on retrouve des exemples du réemploi d'éléments d'ossature dans la littérature, mais aussi dans des exemples assez récents comme celui dont je viens de vous parler. Mais en fait, il n'y a pas vraiment de cadre commun. Donc, l'objectif, c'est de réellement aujourd'hui de capitaliser sur ces expériences et d'essayer de regarder un petit peu point par point comment est-ce qu'on est capable de venir réemployer ce type d'éléments. Donc, je vais d'abord vous redonner un petit peu des éléments de contexte, après juste vous reparler du cadre en fait de cette étude et en particulier de CycleUp, dont je fais partie, et l'étude en elle-même, pour finir sur un certain nombre d'études de cas. Tout d'abord, donc un certain nombre d'éléments de contexte. Aujourd'hui, le BTP en France, c'est 250 millions de tonnes par an, ce qui est vraiment très important parce que ça représente 70% de la production de déchets en France. Voilà. Donc, il y a une directive cadre européenne de 2008 qui dit que à l'horizon 2020, on doit être capable de valoriser 70% des déchets, de nos déchets. Quand je parle de valorisation, je parle de réemploi, de réutilisation, mais aussi surtout de recyclage, Voilà. Aujourd'hui, on est à 50%. Et c'est majoritairement du recyclage. Et on en reviendra un petit peu plus loin, mais la différence du recyclage par rapport au réemploi, c'est que le recyclage, on repart dans un processus industriel. Donc, lorsque l'on parle de carbone, c'est, on va dire, beaucoup moins vertueux que du réemploi. Et après, un dernier chiffre qui est vraiment intéressant, c'est le 56% de l'impact carbone d'un bâtiment sur toute sa durée de vie provient de ses matériaux. On parle énormément du bâtiment durant sa vie, de sa phase d'exploitation, mais il y a déjà un travail très important à faire sur les matériaux en eux-mêmes qui viennent le constituer. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on est toujours dans une économie linéaire, on extrait, on fabrique, on met en œuvre, on utilise et on va jeter. Donc tout l'intérêt du réemploi est de passer vers une économie circulaire et à la place de jeter en fin de vie, de venir le réintégrer dans un processus de construction. Donc ce schéma est vraiment très clair, il a été fait par Bella Stock et il montre
la différence entre réemploi, réutilisation, recyclage et la mise en déchetterie. Vous l'avez déjà forcément vu. Le seul chose que je voudrais dire, c'est que en fait, dans la partie recyclage, je l'aurais aussi refait passer par le processus de transformation et de préparation, puisque par exemple, lorsqu'on vient recycler de l'acier, il repasse dans une fonderie pour être refondu, pour revenir fabriquer de l'acier. Euh, donc, alors, quelques éléments de langage. Donc, durant toute ma présentation, je vais parler d'éléments. Alors, un élément, c'est un matériau, c'est un produit, disons que c'est un équipement. Donc, je vais parler d'éléments de réemploi. Ça englobe en fait tous les éléments de construction qui sont réemployables. Juste de manière assez synthétique, lorsqu'on parle de réemploi, si on vient prendre une porte et on la remet en œuvre comme une porte, lorsqu'on parle de réutilisation, on prend cette porte, on lui fabrique des pieds, on la découpe et on fait une table. Et lorsqu'on passe de recyclage, on prend cette porte, on la broie et on fait des panneaux USB, par exemple. Après, il y a un dernier point qui est vraiment important, c'est ce statut de déchet qu'il faut garder en tête. Donc je vais vous présenter un petit peu Cycle Up. Donc Cycle Up, ça a été. Alors, cette étude s'appuie en fait sur un travail de recherche que j'ai mené durant cette réorientation. J'étais alors en master spécialisé à l'ESTP et donc du coup j'ai fait cette étude avec l'aide de Thierry Juif qui était chez Bouygues et surtout de Cycle Up dont je faisais partie déjà à ce moment-là. En fait, c'est un contexte, on est en 2020, on est vraiment encore aux prémices du réemploi. En fait, aux nouveaux prémices du réemploi, parce que comme on l'a vu plus tôt, c'est une pratique qui est ancestrale et qui a été perdue et qui aujourd'hui est considérée comme une innovation. Voilà, donc on a vraiment une multiplication des acteurs, on est en train vraiment de démocratiser cette démarche, mais il y a encore vraiment des zones d'ombre, et notamment réglementaires et assurantielles. Et je pense on est encore au stade du bricolage et que le but du jeu, c'est vraiment d'aller vers une systématisation de la démarche. Donc, par exemple, si on parle des éléments d'ossature, on a des exemples qui existent et qui sont souvent isolés et qui ne sont pas forcément représentatifs de la majorité des projets. Donc, alors, le but du jeu ici, c'est vraiment de massifier le recours à cette pratique et l'objectif, c'est d'étudier la possibilité d'en faire un processus intégré à tous les projets de déconstruction puis de construction. C'est de passer de cet aspect particulier à du systématique. Donc, j'ai développé cette étude comme une feuille de route, comme un guide qui a pour finalité la remise en œuvre d'un élément d'ossature de réemploi. Et donc, c'est principalement un manuel à destination des architectes et des ingénieurs qui souhaitent intégrer ce type de matériaux dans la conception de leur bâtiment. Et il a pour but de donner des clés, les clés le plus exhaustivement possible et de lister les actions à mener en ce sens. Donc, l'étude de cas a été faite sur une poutre, vous le verrez par la suite, et cette poutre, on va lui faire parcourir 3 parcours. C'est un peu une redite, mais bon. Un parcours que j'ai appelé réglementaire, qui est générique, qui pose des éléments de contexte et qui donne des éléments de réponse. Un parcours qui est vraiment centré sur l'élément poutre en lui-même, sur la caractérisation technique qui va derrière, et un parcours valeur qui regarde plutôt en comparaison avec une poutre neuve et qui part de la conservation de cette valeur économique environnementale essentielle par le réemploi. Alors, pourquoi la structure? En fait, il y a de nombreuses études qui montrent que la structure est responsable aujourd'hui de 30% de l'impact carbone des matériaux d'un bâtiment, ce qui en fait le poste le plus important. Et d'un autre côté, on se rend compte que lorsqu'on regarde la durée de vie de chacun des composants d'un bâtiment, eh ben, on se rend compte que c'est la structure en elle-même qui a la plus grande durée de vie. Donc là, c'est une étude de Locaté Architects qui dit que la structure a jusqu'à 200 ans de durée de vie. Et donc, on parle vraiment souvent de réemploi de moquettes, par exemple, mais la moquette, ça a une durée de vie disons, va aller entre 5 et 15 ans euh, au plus grand. Donc, c'était vraiment intéressant de se baser sur la structure en elle-même
pour avoir, on va dire, le plus d'impact. L'autre côté, c'est que pourquoi s'intéresser à la structure? Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de réemploi et qu'on associe à ça le terme structure, la première chose qui nous vient en tête, c'est de dire que c'est impossible. Voilà, et donc c'est plutôt intéressant de se dire que peut-être que c'est pas si impossible que ça, et de savoir pourquoi est-ce que c'est impossible, et d'essayer d'apporter des éléments de réponse derrière. Alors la première chose, c'est je vais aussi vous présenter, on va dire, deux leviers d'action. Donc, il y en a un premier qui est le permis d'expérimenter, que vous connaissez peut-être sous le nom du permis de faire. Ce permis d'expérimenter, il a été lancé l'année dernière et il a pour objectif de préfigurer la réécriture du code de la construction. Alors, la réécriture du code de la construction, elle a déjà commencé, puisque les articles législatifs sont parus en février dernier, et on attend les décrets d'application. L'intérêt de cette réécriture du code de la construction, c'est qu'on change complètement de paradigme. On va passer d'une obligation de moyens à une obligation de résultat. C'est qu'on ne va plus dire il faut que vous appliquiez telle ou telle norme, on va dire il faut que vous arriviez à tel ou tel résultat. Ce qui change beaucoup de choses, et notamment sur les matériaux de construction et sur leur réemploi. Donc on a ce permis d'expérimenter, il s'applique aussi aux réglementations acoustiques, à la réglementation incendie, ou encore enfin oui, jusque-là c'est déjà pas mal. Et donc je vais vous expliquer brièvement de quoi il en retourne. Alors je vais prendre un stylet, je pense que ce sera plus simple, un pointeur laser. Donc en bleu, c'est le schéma habituel, et en vert, c'est donc ce qui est spécifique à l'application du permis d'expérimenter. Donc tout le cœur est ceci, c'est le dossier de demande d'attestation. En fait, la maître d'ouvrage, associée avec un ensemble d'acteurs à déterminer, va préparer un dossier de demande d'attestation qui va être soumis à un organisme indépendant qui va pouvoir délivrer ou non une attestation d'effet équivalent. En fait, c'est le travail que nous menons pratiquement tous les jours sur nos chantiers, dans nos missions d'AMO réemploi. Le but, c'est d'apporter la preuve que le matériau de réemploi dispose des caractéristiques techniques nécessaires pour produire un effet équivalent à un matériau neuf. Et finalement, c'est aussi l'effet, on va dire le but de cette étude. Alors, ça demande quand même plusieurs questions sont posées. Alors, tout d'abord, on ne sait pas encore quels sont les organismes indépendants du projet, parce que les décrets d'application sont pour la fin de l'année. Et après, ça pose aussi la question de qui va assurer ces organismes indépendants, qui est vraiment une véritable question. Et d'un autre côté, il y a aussi cette histoire de dossier de demande d'attestation. C'est quel sera le cadre de ce dossier, et surtout comment est-ce qu'on sera capable de capitaliser sur l'ensemble des demandes passées pour ne pas avoir, à chaque fois qu'on a envie de réemployer une brique par exemple, devoir refonder ce genre de dossier et de repartir de zéro. Donc ça c'est vraiment intéressant. Donc pour moi ce permis d'expérimenter, à titre personnel, je ne l'ai jamais mis en œuvre parce que je n'en ai jamais eu besoin, et que à chaque fois qu'un matériau de réemploi a été réintégré sur un de nos projets, on est passé directement par une discussion avec le contrôleur technique, et nous avons produit non pas un dossier de demande d'attestation, mais nous avons vraiment apporté toutes les preuves nécessaires pour, ou au moins mis en place le processus de preuves nécessaires pour pouvoir réintégrer ces matériaux. Voilà. Donc d'un autre côté, on a aussi un travail de la FFA en cours. Alors vous l'avez peut-être vu circuler, mais il y a une liste des matériaux qui en ce moment qui sont proposés comme étant assurables sous réserve d'un processus de vérification partagée qui circule. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer du point de vue des assurances et du point de vue réglementaire. Un autre, alors je vais enlever le siglet, je pense que ce sera mieux. Voilà. Donc un autre point que je voulais mettre en avant, et qui est peut-être déjà obsolète, c'est l'augmentation de la TGAP en France. Donc ça, c'est la taxe de mise en décharge, qui prévoyait d'ici à 2025 une augmentation de 50%. Alors on a vu que avec la nouvelle loi économique, donc on va arriver sur la partie, on va dire le cœur du sujet.
qui est vraiment sur l'élément, sur la caractérisation de l'élément. Et donc pour ça, je me suis concentré donc sur 3 matérialités. J'ai fait l'étude comparée entre une poutre en acier, une poutre en bois et une poutre en béton. Donc juste de prime abord, lorsqu'on parle de réemploi de bois, on a tout de suite ce qui nous vient en tête, c'est que c'est un matériau organique, il est soumis à l'humidité, à la dégradation, d'ailleurs comme le béton. Le béton, on a vraiment des grosses difficultés sur la déconstruction et en plus on a une prédominance de la réutilisation du béton concassé en grand blé. Et l'acier, on a de la même façon la prédominance du recyclage. Donc c'est vraiment ces 3 points qui nous reviennent directement en tête. Mais par contre, en fait, c'est aussi un gisement qui est extrêmement important. Et il y a de nombreuses études donc passées et en cours qui permettent d'essayer de définir la faisabilité technique et logistique de la remise en œuvre de ce type d'éléments. Donc la première étape, en fait, c'est vraiment une étape de diagnostic. Donc ici, vous n'avez pas forcément d'informations, mais c'est juste pour vous montrer la démarche. On pourra en rediscuter plus tard. Mais donc, le but du jeu ici, ça a été de lister de manière la plus exhaustive possible toutes les questions à se poser lorsque l'on va faire le diagnostic d'un élément d'ossature, et en particulier d'une poutre. Donc il y a une première partie qui est sur le profil historique, qui est sur les différents types de documents qu'on est capable d'aller chercher, quelles sont les informations recherchées à l'intérieur, est-ce qu'il y a vraiment une difficulté à la trouver, et surtout, sur chacun de ces points-là que vous verrez, il y a vraiment l'importance, et quelle est l'importance de cette information. À titre d'exemple, on va dire qu'un diagnostic pollution est beaucoup plus important, on a vraiment beaucoup plus besoin que le plan méthode d'installation de ces documents. Et voilà. Donc pour ce type de document, on peut retrouver donc des plans d'exécution où à l'intérieur on va chercher des sections d'éléments, des modes d'assemblage. Mais ça, on a vraiment des difficultés à le trouver. Et encore plus de difficultés à trouver, ce sont les notes de calcul qui donnent aussi des informations complémentaires. Voilà. Ensuite, la deuxième question est vraiment de regarder quels sont les événements d'usage qu'a pu subir cette poutre. Et en particulier le bâtiment. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Souvent, c'est des interviews de personnes qui sont en place depuis un certain temps. C'est une recherche historique sur ce qu'a pu subir ce type de bâtiment. On va regarder, par exemple, s'il y a eu des incendies, s'il y a eu des infiltrations d'eau, des inondations. Et en fait, on va essayer d'évaluer chacun des événements et en fonction de cette évaluation, de donner des préconisations. Donc, par exemple, le bâtiment a-t-il subi un incendie? Alors, si oui, la préconisation sera derrière ça nécessitera une investigation complémentaire. Si l'élément a été en contact direct avec le feu, peut-être que l'on va se dire le risque est trop élevé, l'élément est non réemployable. Donc, c'est vraiment essayer de catégoriser ces différents événements. Après, il y a la partie diagnostic en elle-même, avec une première partie sur le diagnostic visuel. Et de la même façon, on regarde, donc c'était de déterminer chaque nature d'inspection, de noter les méthodes et les points à relever, et après d'avoir, on va dire, des critères, de dire oui ou non c'est réemployable, ou alors d'apporter des actions supplémentaires à produire. Donc, ça a été fait sur le bois, sur l'acier et sur le béton de manière différenciée. Sur le bois, on peut noter, on va regarder, on va dire, la déformation, noter cette déformation. Le critère, c'est que on a vraiment, cette histoire de déformation est assez tendue, puisque si elles sont trop importantes, on peut difficilement réemployer cet élément. Voilà, on va regarder la présence de fentes. Dans ces présences de fentes, tout comme par exemple sur le béton, on va regarder les fissures. On va noter leur dimension, leur profondeur, et on sait bien que c'est un béton qui fissure, c'est, on va dire, pas normal, mais c'est des micro-fissures, ça existe tout le temps, donc on va accepter potentiellement ce genre d'éléments. Voilà, et donc ça, c'est vraiment des choses qui sont capables d'être faites sur site et de manière visuelle. Et après, il y a toutes les inspections complémentaires. Et là, c'est tous les tests en laboratoire, ou alors tous les tests qui sont potentiellement faits sur place, mais qui demandent, on va dire, par exemple, pour regarder la carbonatation du béton,
donc la profondeur de carbonatation du béton, il y a la possibilité de faire des tests directement sur place. Et c'est dans ces tests-là, par exemple, qu'on va venir être capable de carotter, par exemple, une poutre en acier, d'en extraire un échantillon et de venir faire des tests derrière pour déterminer la capacité, la résistance à la traction de cet élément. Donc là se pose vraiment une question d'échantillonnage. Donc ce que je préconise, c'est de regarder, on va dire, par groupe d'éléments. Donc, et un groupe d'éléments sera constitué d'éléments qui ont les mêmes caractéristiques, qui ont subi, on va dire, les mêmes événements, qui ont subi les mêmes charges. Et en fait, après, il y a toute une méthode d'échantillonnage. Est-ce que ça peut être aléatoire? Donc ça, c'est aussi des questions à poser et à se poser avec les contrôleurs techniques des projets. Voilà, donc maintenant on a établi le profil de la matière en elle-même et pour avoir la capacité d'une poutre, il faut d'une part avoir sa matière, mais il faut aussi avoir son profil géométrique, sa section, et c'est ce qu'on va faire par la suite. Donc pour moi, il y a vraiment le problème, c'est on peut avoir des études qui sont vraiment longues et qui sont coûteuses à ce moment, et que du coup, il faudra essayer de chercher à prioriser les actions à mener et voir si on n'est pas capable d'établir des profils génériques et de se dire, en fait, on est dans telle situation avec telle caractéristique et on peut directement avancer à l'étape d'après. L'étape d'après, en fait, c'est celle de la conception en elle-même. Donc à partir du moment où on a la capacité de notre poutre, en fait, il y a toute une histoire. Il faut savoir essayer de comprendre et de déterminer la performance résiduelle de notre élément. Donc par en fait le biais d'inspections, on va dire complémentaires et par des tests en laboratoire, etc., on est peut-être capable de déterminer, on va dire, la résistance à la traction de notre poutre en acier, encore une fois. Sauf qu'il y a peut-être cette notion de se dire, en fait, est-ce que c'est vraiment cette valeur-là qu'il faut que je prenne? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres facteurs qu'il faut que je prenne en compte? Est-ce que mon échantillonnage est cohérent, etc. Donc, toute la question est de déterminer cette performance résiduelle. Donc, pour moi, il me semble qu'il y a des études en laboratoire qui sont nécessaires, qu'il faut avoir des retours d'expérience, qu'il faut avoir des essais, il faut avancer dans ce sens-là. Il y a une solution qui me paraît assez pertinente, c'est celle menée par Aussi Béton, qui a étudié les bétons composés de granulats issus du concassage d'autres bétons, donc de granulats recyclés. Et la démarche Aussi Béton préconise en fait une modification forfaitaire des modèles de calcul des normes existantes. Tout simplement, ils vont regarder l'Eurocode 2 et ils vont se dire, en fait, ce mode de calcul-là, basé sur des tests, basé sur des études, basé sur des REX, on va le modifier en prenant tel ou tel facteur. Donc je pense que c'est une approche qui est pertinente et qui mériterait d'être approfondie pour le réemploi de structure. Et en fait, ce qu'on peut se dire, c'est que lorsqu'on parle de conception à partir de matériaux de réemploi, on est toujours en train de dire qu'il faut concevoir avec l'existant. Oui, complètement. Il faut d'abord regarder les ressources qui sont sous notre nez, celles qui regarder le réemploi in situ par exemple. Mais on peut imaginer qu'à un moment, on soit dans une telle massification de cette pratique qu'en fait, on ait une diversité équivalente de matériaux de réemploi et de matériaux neufs, et qu'on soit capable d'avoir toujours une conception qui puisse intégrer des matériaux de réemploi quoi qu'il se passe. Voilà, c'est des points qui sont intéressants. Et après, donc on a établi notre matériau, on a fait son diagnostic, on l'a conçu, et maintenant c'est de se poser la question de savoir quelles sont toutes les opérations, travaux et logistiques à mener pour arriver, pour partir, on va dire, de la dépose de l'élément jusqu'à sa remise en œuvre. Donc là, j'ai vraiment essayé de reprendre tous les points les uns après les autres et de développer chaque partie. Donc il y a une première partie, on va dire, sur la préparation des travaux, c'est quelles sont les questions à se poser en amont, et notamment toutes les histoires de traçabilité, etc. etc. Donc là,
je vous présente un petit peu, dans le cadre de cette étude, je m'étais dit, je vais regarder donc ces trois matérialités et sur chacun des points décrits jusqu'alors, regarder la faisabilité du réemploi en se disant que 3 c'est ce qui est le plus faisable, 1 c'est ce qui est le moins faisable et essayer de se dire quel est l'élément qui a la plus grande opportunité de réemploi. Donc on se retrouve avec une poutre en bois et une poutre en acier qui sont extrêmement similaires et une poutre en béton qui est un peu en deçà pour des multiples raisons, notamment sur la caractérisation de la matière, mais aussi sur en fait toutes les opérations de travaux et notamment de dépose sélective. Je ne dis pas que c'est impossible, je dis que ce sera vraiment quelque chose à regarder avec beaucoup plus d'attention plus tard. Nous arrivons au troisième parcours, en fait, qui est le parcours conservation de valeur. Alors, en fait, le terme conservation de valeur est quelque chose qui m'est venu plus tard. Euh, dans une économie, on va dire linéaire, euh, à la fin de vie d'un matériau, on a un matériau qui a une valeur environnementale, qui a une valeur économique, qui existe, qui finalement disparaît. Et ça va vraiment à l'inverse de tous nos principes et de se dire que quelque chose disparaît. Et en fait, le réemploi, ça conserve cette valeur-là. Elle n'en crée pas forcément une nouvelle, je pense qu'elle en crée dans certains points de vue une nouvelle, mais elle a vraiment la capacité surtout à conserver cette valeur, et que ce soit d'un point de vue social, environnemental et économique. Donc, d'abord, le point de vue environnement. En fait, je suis allé regarder la fiche FDES d'une poutre en acier neuve, qui est ce que je vais appeler une poutre de référence, et j'ai essayé de la comparer à une poutre en acier de réemploi. Donc, j'ai regardé, on va dire, toutes les étapes de vie de cette poutre en acier neuve, et je me suis posé la question de est-ce que oui ou non cela s'applique pour la poutre de réemploi. Et ensuite, je me suis reparti sur toutes les actions qui étaient décrites, notamment dans le parcours éléments, et je me suis posé la question de si elles étaient spécifiques ou non aux poutres de réemploi et essayer d'évaluer leur impact carbone. Donc là, le résultat que vous avez devant les yeux, c'est du point de vue du maître d'ouvrage B. Le maître d'ouvrage B, c'est celui qui récupère une poutre de réemploi et qui la remet en œuvre. Et on se rend compte qu'on a un facteur de réduction de 80%, tout en sachant que dans cette hypothèse-là, je n'ai pas considéré que la poutre serait réemployée à la fin de vie de l'ouvrage B. Donc, c'est aussi une hypothèse qui pourrait être remise en cause. Voilà, donc le principal problème, ça a été de trouver des valeurs. C'est qu'aujourd'hui, il n'existe pas de méthode de calcul officielle de l'impact carbone d'un élément de réemploi. Il n'y a pas de fiche FDES pour ces éléments-là. On a une grande diversité des sources de référence. Voilà, et du coup, c'est vraiment compliqué de comprendre l'impact carbone d'un élément de réemploi. Mais par contre, c'est surtout à portée pédagogique pour montrer qu'il y a vraiment une forte réduction de l'impact carbone. Et peut-être que ce sera beaucoup plus quantifiable avec la réglementation environnementale qui était censée arriver en 2020, mais on va plutôt parler du coup du label E+C- qui la préfigure, où alors on avait fait la démarche, notamment à l'échelle d'Egis. Egis avait fait la démarche pour savoir comment considérer des matériaux de réemploi dans le calcul carbone du label E+C-, et leur réponse a été de dire vous ne les considérez pas du tout. Donc c'est une réponse qui vaut ce qu'elle vaut. On se rend compte que c'est pas forcément vrai, puisqu'il y a des étapes de transformation, il y a des étapes de transport qui doivent être prises en compte, mais c'est surtout dans une optique de favoriser cette pratique-là. Et à titre d'exemple, en fait, on était C1 sur un de nos projets, et par l'intégration de matériaux de réemploi, on est arrivé C2. C'est vraiment, c'est que ça va dans ce... Donc là, c'est le même calcul, mais plutôt porté du côté du maître d'ouvrage A, qui est celui qui va donc déposer la poutre et la proposer pour un réemploi. Et on se rend compte que le facteur de réduction est bien moindre, puisqu'en fait, il n'économise que sur la fin de vie. En fait, voilà, donc c'est aussi, encore une fois, il y a potentiellement des erreurs de calcul derrière, des erreurs de modèle, c'est des discussions qui sont en cours, mais c'est en évolution. Et de la même manière, j'ai essayé de regarder le bilan économique en fait de la remise en œuvre de cette poutre de réemploi.
Donc, j'ai pris l'hypothèse d'une poutre, je ne sais plus quelle taille elle fait. Je crois qu'elle fait 10 mètres de long et qu'elle fait partie d'un ensemble d'une vingtaine de poutres, etc. Et j'ai essayé de regarder selon différents acteurs quels étaient les impacts financiers. Donc, je me suis placé du côté du maître d'ouvrage A, du côté de l'entreprise générale qui est ici considérée comme l'entreprise de déconstruction mais aussi de construction. C'est que ce modèle n'est pas forcément adapté et du côté du maître d'ouvrage B. Et en fait, j'ai reparcouru l'ensemble de toutes les opérations décrites dans le parcours élément et essayé de regarder quels étaient les impacts financiers. Donc on se rend compte rapidement que en phase diagnostic, c'est le maître d'ouvrage A qui va le porter. En phase de conception, j'ai considéré qu'il y avait un peu plus de temps de conception pour le maître d'ouvrage B pour adapter sa conception. En phase travaux, il va y avoir un surcoût de dépose sélective. L'entreprise générale va être un peu plus payée. Et là, par contre, j'ai pris l'hypothèse que usuellement, c'était l'entreprise générale qui revendait l'acier pour un recyclage et qu'aujourd'hui, elle ne le fait pas. Donc, c'est pour ça qu'on a un peu moins de 300 euros de bénéfices. Et après, je me suis juste fait l'exercice de me dire, bon, ok, quel serait le prix d'une poutre réemployée pour qu'en fait tout le monde s'y retrouve et avec un prix à 600 euros pour cette poutre-là en l'occurrence, sachant que le prix de référence de cette poutre neuve aurait été de 840 euros, et on se retrouve à avoir un équilibre entre le maître d'ouvrage A et le maître d'ouvrage B. Ce qui n'apparaît pas dans ce tableau, c'est que le diagnostiqueur est aussi positif, les laboratoires d'analyse aussi, le concepteur également. En fait, comme dans tout calcul économique, comme dans toute équation, il y a forcément un perdant. Et là-dessus, on va plutôt regarder l'aciériste qui était censé vendre une poutre neuve, avec bien sûr le rachat de l'acier pour le recyclage. Mais alors du coup, est-ce que la véritable question à ce moment-là à se poser, ce serait pas de se dire que cet aciériste, qui aujourd'hui recycle de l'acier pour certains et revend des poutres neuves, on va dire, est-ce qu'il ne serait pas capable de faire exactement la même chose pour des poutres de réemploi? Que ce serait lui, puisque c'est quand même lui qui connaît le mieux la matière, qui connaît le mieux son produit, que ça pourrait être lui qui soit on va dire, ce chaînon manquant et qui vienne récupérer les poutres sur des chantiers, les remettre en état, les recertifie, les requalifie et pour ensuite venir les réintégrer. Voilà, donc c'est vraiment une discussion ouverte et je sais qu'il y a de nombreuses études qui vont dans ce sens aujourd'hui. Très rapidement, on va parler du volet social. C'est un projet qu'on aime bien parce que c'est un de nos tout premiers en fait. Donc sur la photo de droite, vous avez un Ares qui est un de nos partenaires, qui est une entreprise d'insertion qui s'est occupée de la dépose sélective dans un de nos bâtiments. Et avec notamment les matériaux qu'ils ont déposés, ils sont venus réaménager leurs propres locaux. Voilà, c'est un peu l'histoire qui nous intéresse. En fait, ce qui est intéressant de regarder là-dessus, c'est que le réemploi est une pratique qui remet complètement l'humain au centre. On n'est plus sur l'utilisation d'une machine pour venir détruire massivement des bâtiments, mais on est en train d'avoir une dépose. En fait, le terme de dépose soignée est même peut-être plus adéquat que le terme de dépose sélective. Voilà, qu'on a vraiment cette création d'emplois non délocalisables. On voit que dans le contexte actuel, c'est la tendance. Et surtout, il y a une véritable montée en compétences rapides et donc du coup, la création d'une filière et de nouveaux métiers. Le métier de diagnostiqueur ressources, par exemple, n'existait pas jusqu'alors. Voilà, la dépose sélective, etc. Donc, guise de petite conclusion de cette partie-là. Moi, j'ai envie de dire que le réemploi d'un élément de structure, c'est faisable. Il reste encore des choses à faire. Et notamment, en fait, toute cette étude de venir la confronter à des contrôleurs techniques et à des assureurs, ce qui est en cours, pour avoir leur avis, pour essayer de la remettre à jour. Et en parallèle, de venir lancer des projets démonstrateurs. Donc, c'est ce que je vais vous exposer un petit peu à côté. Et encore une fois, pour venir mettre à jour ce manuel en circonstance. Donc, la première étape, ça a été vraiment de faire une cartographie des différents acteurs et des chaînes de responsabilité associées et de se dire, OK, en fait, tel ou tel acteur, il a tel impact et il serait capable de travailler sur tel sujet. Et donc, nous, ce qu'on essaye de faire maintenant, c'est de se rapprocher de ces typologies d'acteurs et dans le but de vraiment lancer des projets, de faire du réemploi de structures.
toujours dans une optique de venir ensuite capitaliser on va dire dans un document et de le diffuser. Voilà. Alors une première étude de cas. On n'est pas vraiment sur un élément de structure, puisque là je vais parler d'un escalier et d'un garde-corps, mais c'est un projet que j'aime beaucoup. C'est un projet qui est porté par une maîtrise d'ouvrage, donc Immobilière 3F, avec une équipe de maîtrise d'œuvre, donc Gaëtan Le Pénuel, Sam Architecture, et on peut aussi noter Albert Compagnie, entre autres. Et toute cette équipe a vraiment travaillé en faveur du réemploi. On a notamment un contrôleur technique, donc Alpha Control, qui est allé dans ce sens-là exactement. Donc c'est déjà dès la base de la conception, donc c'est un projet de réinventer Paris 2, l'ADN de ce projet-là incluait du réemploi. Donc c'était vraiment intéressant de travailler là-dessus. Donc on est sur du réemploi in situ d'un escalier et de garde-corps existants, donc vous le voyez en photo, ce magnifique escalier, qui va venir en fait être posé dans un établissement qui va être classé ERP. Donc c'est là où ça devient vraiment intéressant. Et donc le travail de CycleUp derrière, ça a été de vraiment de déterminer toute cette chaîne d'opération, comme on vient de le faire sur les éléments de structure, et de regarder en fait chaque action à mener pour faire valider l'intégration de ce matériau. Et cette validation est passée par le bureau de contrôle derrière et qui du coup ensuite est remontée vers les assurances de la maîtrise d'ouvrage, vers les assurances de la maîtrise d'œuvre. Et voilà, donc la prochaine étape, c'est bien sûr les travaux en eux-mêmes. Donc on est dans la période de consultation des entreprises de travaux, donc je ne vais pas vous en dire trop, mais disons que ce qui est important, c'est qu'on a décidé de laisser à la charge de l'entreprise la justification donc au niveau de la conception de la remise en œuvre de cet escalier. Pourquoi? Parce que c'est l'entreprise en elle-même qui va se charger de la dépose puis de la remise en œuvre et que ça nous paraissait pertinent de la laisser maître, on va dire, de tout ce processus d'action. Alors, on va continuer notre rôle d'assistance à la maîtrise d'ouvrage, parce qu'on va suivre les travaux pour être particulièrement attentif à la remise en œuvre de ce matériau-là. Voilà, donc une petite anecdote, il y a eu un moment où on s'est posé, anecdote assez représentative qui ne signifie pas forcément grand-chose, mais il y a eu un grand moment de doute sur la hauteur de cet escalier, de savoir s'il était assez haut ou trop haut pour la nouvelle conception du bâtiment. Et en fait, ce qui aurait pu être à ce moment-là une question de se dire, bon, ben, dans ces cas-là, on prend un autre escalier, a directement été écarté, mais grâce à une équipe de conception volontaire, en se disant, bah, s'il est trop, c'est pas grave, on fera une marche en plus dans l'autre sens sur la partie supérieure, et s'il est trop court, et ben, c'est pas grave, on fera une marche en plus en bas. Voilà, donc là encore, on avait une volonté de ne pas modifier l'escalier tel qu'il existe aujourd'hui, puisqu'il est facilement déposable, et de se dire qu'on est capable d'adapter notre conception pour un escalier en particulier. Alors ça, c'est un autre sujet. Alors on est AMO économie circulaire sur la ZAC de Bercy-Charenton. On a un aménageur qui est la CEMAPA. On est membre d'un groupement qui comporte par exemple des ESUS ou des CERIB, etc. Et notamment un bureau d'études structure que nous sommes allés chercher qui s'appelle Équilibre Structure. Et qu'on avait rencontré en fait il y a cela l'année dernière. C'est eux qui nous avaient contactés parce qu'ils avaient l'envie de venir faire du réemploi de structures et finalement ça s'est bien tombé. Parce qu'en fait eux ils sont spécialisés dans la rénovation du patrimoine. Donc ils ont, on va dire, l'approche en fait pour la rénovation du patrimoine de devoir utiliser les éléments existants sur le projet est vraiment, on va dire, sensiblement similaire à celle qu'on pourrait avoir sur le réemploi. Donc là-dessus, en fait, donc Équilibre Structure est en train de faire le diagnostic structurel donc de deux charpentes, celle que vous voyez sur le projet, enfin sur la photo et qui est une charpente métallique, et à côté de ça d'une charpente en bois. Donc on est vraiment encore aux phases diagnostiques. La première étape, ça a été vraiment de décrire toute la méthodologie combinée entre CycleUp et Équilibre Structure
pour apporter des réponses et pour être capable de mener à bien cette mission. Mais les premiers résultats sont plutôt concluants. L'avantage de travailler, on va dire, avec la CEMAPA sur ce genre de sujet, c'est qu'ils ont une très forte ambition de réemploi, qu'aujourd'hui, les éléments structurels sur le projet de la ZAC-Bercy-Charenton sont vraiment conséquents, qu'il y en a beaucoup, et qu'on va potentiellement aussi avoir la possibilité d'étudier la remise en état et justement cette phase de transformation sur place. Et surtout, en fait, on n'est pas encore dans la phase de conception et on est vraiment très en amont et donc on va potentiellement être capable de venir réintégrer ces éléments-là dans la conception en elle-même. Donc on est encore vraiment qu'au stade de diagnostic, mais ça avance et c'est des structures qui sont vraiment très belles et qui ont un vrai intérêt architectural et environnemental aussi par ailleurs. Ensuite, on travaille aussi en fait avec un autre bureau d'études structure qui s'appelle RBS Île-de-France. Et là, on est sur deux projets dont les maîtres d'ouvrage sont ICAD, un qui se situe porte d'Aubervilliers et l'autre parc du Pont des Flandres. Et là, donc, il y a de la même façon, donc on est sur des charpents de bois, donc une en chêne. Et de la même façon, on a d'abord eu cette première phase de diagnostic. Finalement, on n'est pas capable de venir les réemployer in situ. Donc, on est en ce moment en train de recherche d'opportunités donc au sein de ICAD, au sein des projets menés par CycleUp et en fait auprès de tous les acteurs du réemploi possible. D'ailleurs, si vous entendez parler d'un besoin en fait en matériaux de réemploi, donc toujours encore avec cette volonté d'aller un peu plus loin que d'habitude et de vraiment d'être capable de... En fait, toute la question à se poser, c'est il y a une chaîne d'opérations à mener, il y a toute une série d'étapes à mener et où arrêter le curseur. C'est vraiment ça. C'est de se dire, ok, ben moi je m'arrête juste à déterminer la géométrie de la structure, ou alors je vais plus loin, je vais déterminer les capacités de cette structure, ou alors je vais plus loin, enfin, etc., etc. Donc ça dépend vraiment à chaque fois du montage des opérations, de la volonté du maître d'ouvrage, évidemment, et aussi des capacités des différents intervenants. Donc c'est un projet qui est vraiment intéressant. Voilà. Et enfin, on a été contacté par donc TES qui sont en train de faire la réhabilitation, la rénovation, réhabilitation, reconstruction du musée des arts et des traditions populaires. Et en fait, là-dessus, on serait vraiment sur un processus extrêmement vertueux, puisqu'on serait sur un réemploi in situ, mais aussi ex situ d'éléments de structure. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a une société qui s'appelle Acoros qui a été missionnée sur sur ce bâtiment pour faire un diagnostic de la structure en elle-même et qui parle un peu de cette notion de performance résiduelle. Encore une fois, avec une approche qui est très portée sur la rénovation, mais qui pourrait complètement s'appliquer sur le réemploi. Donc voilà, donc ça c'est TES qui s'occupe de ce projet-là et on va potentiellement les accompagner. Donc c'est en fait aujourd'hui, donc on vient de parler d'un peu de tous ces projets, de ce qui est en train d'être mené. Là, ce qui est en train d'arriver, c'est qu'il faut faire. Il faut remettre en œuvre ces matériaux de réemploi. Il faut le faire de manière transparente et de manière claire et de manière précise pour pouvoir être capable de capitaliser derrière sur ces pratiques. Et en fait, toute cette démarche-là, elle est, on va dire, complètement identique avec tous les autres matériaux de réemploi. C'est qu'aujourd'hui, on parle de la structure. Le choix de la structure, je l'ai expliqué, a été fait parce qu'en fait, c'était celui qui était jugé comme étant un des plus durs. On peut aussi parler du clos couvert, etc. Mais la démarche est sensiblement la même pour l'ensemble des matériaux et des éléments de réemploi. Voilà. Donc, il y a plusieurs outils qui existent. On peut parler notamment de l'émergence du BIM. Alors, chez CycleUp, on est en train de développer un outil qui nous permettra à terme de venir plugger les maquettes
comment dire, des bâtiments qui vont être construits directement sur notre plateforme et il en ressortira en fait des correspondances avec des éléments qui sont disponibles avec les mêmes caractéristiques et avec la même temporalité de construction et de déconstruction. Donc tout ça, c'est vraiment des outils numériques qui nous permettent de faciliter la mise en relation entre une ressource entre un gisement et un besoin. C'est vraiment important et surtout d'être capable de créer cette banque de matériaux qui soit utilisable par tout le monde. Voilà, donc c'est important de regarder ça de ce point de vue-là. On a d'autres outils qui sont mis en avant. On a développé une application qui nous permet de faire des diagnostics. Donc, c'est imaginer jusqu'où cette application est capable d'aller pour venir diagnostiquer l'élément en question. Voilà, et puis je finirai sur une petite note qui est sur cette notion de design for deconstruction, c'est qu'en effet, là, on est en train d'utiliser les matériaux issus de la déconstruction de bâtiments existants, mais qu'aujourd'hui, il est surtout important de se dire qu'à chaque fois qu'on est en train de concevoir un bâtiment, il faudra penser à l'adaptation, à la réutilisation de ce bâtiment-là dans un futur qui, je l'espère, sera le plus lointain possible, mais qui arrivera à un moment. Voilà, ben, on se retrouve jeudi prochain à 14 h. J'espère que c'était intéressant et n'hésitez pas à noter vos questions, j'essaierai d'y répondre le plus précisément possible.